Bravo à tous pour la réalisation de ce quiz. Et nous allons maintenant parler de l'organisation de l'appareil psychique qui est aussi à la base de la construction de la sexualité de l'enfant et de ses relations avec la vie adulte. Alors qu'est-ce que l'appareil psychique? D'abord, c'est une métaphore et cette définition est très liée à l'inconscient. Alors nous parlons de métapsychologie freudienne avec 3 points de vue, un point de vue économique, un point de vue dynamique et un point de vue topique. L'organisation de l'appareil psychique renvoie à la notion d'instance psychique, notamment sur le plan historique, la première topique avec les notions de conscient, d'inconscient, de préconscient, des notions que nous connaissons plus ou moins tous, et puis la deuxième topique qui renvoie plutôt à ces notions de ça, de moi et de surmoi. Le moi étant plutôt conscient mais qui contient une partie inconsciente, le ça qui est l'inconscient à l'état pur et le surmoi qui correspond à cette loi intériorisée, à la fois consciente et inconsciente, et qui est très active dans la sexualité. Mais d'abord, la relation. Il y a eu une évolution de cette théorie de l'étayage grâce aux théories de l'attachement et aux apports notamment de l'éthologie et donc de l'observation des animaux, avec Konrad Lorenz, Harlow, Boulby, Daniel Stern et plus récemment, dans les années 2000, Daniel Villeloché et Bernard Gols ont travaillé sur cette notion d'attachement qui se conçoit plus comme un pont entre la théorie des pulsions et celle de la relation, jusqu'à Didier Anzieux qui nous parle de concept de pulsion d'attachement. La construction de soi et de la sexualité se fait donc, comme nous l'avons vu, à travers la relation. Et quand on observe un bébé, et toutes les études le montrent, eh bien le bébé se différencie très tôt de ce qui vient de lui et du monde extérieur. D'abord, il reconnaît très tôt sa mère, il va reconnaître aussi en premier lieu des excitations qui vont être des excitations pulsionnelles assez diffuses, et puis une organisation progressive va se faire dans sa vie pulsionnelle et s'organise ainsi ce que nous appelons le narcissisme primaire qui va se caractériser par la mise en place progressive de cette différenciation entre soi et non-soi. Alors quand on parle de développement de la sexualité chez l'enfant, on va parler de processus, de stade ou bien encore de position. Au préalable, cette notion de stade est remplacée par le terme de position ou de mode d'organisation qui va s'effectuer progressivement, parfois avec des fixations à certains moments, et qui vont conditionner les régressions à l'âge adulte et en particulier la sexualité à l'âge adulte. Michael Balint a été le père de cette mise en perspective, effectivement, des stades de l'enfant par rapport à la sexualité adulte. Ces modes d'organisation de la pulsion vont s'inscrire dans le temps prégénital de la sexualité, c'est-à-dire le temps où la génitalité n'est pas encore tout à fait mise en place, c'est-à-dire très tôt dans l'âge de l'enfant, et ce stade prégénital est essentiel pour la sexualité adulte sur tous les plans à la fois corporels, sensoriels, affectifs et relationnels. Quelles vont être donc ces différentes organisations intrapsychiques pré-œdipiennes, c'est-à-dire avant la phase de l'Œdipe, c'est-à-dire avant à peu près 5 ans de la sexualité infantile? Alors nous parlons d'une organisation orale, évidemment c'est la lecture aussi freudienne de cette organisation que nous allons voir ici, de la naissance à 1 an. Qu'est-ce qui se passe? La zone bucco-labiale se développe, on va prendre en soi les éléments de l'environnement extérieur. Alors on peut dire aussi par exemple que le bébé mange des yeux sa mère, qu'il boit ses paroles, donc toutes les sensations sont dans la relation mise en évidence. L'objet de la pulsion, nous l'avons vu, reste le sein ou évidemment le substitut du sein. Le but pulsionnel va être le plaisir auto-érotique, c'est-à-dire le désir d'incorporation, en particulier d'incorporation de la mère. Ça, nous sommes vraiment dans une zone extrêmement précoce du développement de la sexualité infantile. Karl Abraham a mis en évidence d'ailleurs deux comportements, le comportement de succion,
qui est évidemment la base même de la relation, la première relation infantile, et puis la morsure avec les premières dents, l'apparition de la première dentition, qui va marquer aussi une ambivalence vis-à-vis de l'objet. Et ça, c'est Mélanie Klein qui a mis en avant cette ambivalence qui s'installe très vite dans la sexualité de l'enfant. L'enfant a 2 ans et ce qui se met en place, c'est son organisation anale, avec une zone érogène anale qui va être sous le contrôle sphinctérien, donc très lié aussi à son évolution musculaire, et qui va mettre en cause à la fois toute la musculation, mais aussi la muqueuse et les sensations anorectales, ainsi que la muqueuse digestive. L'enfant maîtrise à ce moment-là son environnement, et il y a une valeur symbolique, subjective, à, par exemple, sa défécation. L'enfant, à ce moment-là, progressivement se dégage des couches et passe à des moments précis et à un endroit déterminé pour aller à la selle, par exemple. Il a une découverte aussi de son pouvoir sur sa mère, qui va être dépendant de la réaction affective de celle-ci, qui va encourager ou limiter son autonomisation, avec parfois un processus de retournement. L'enfant fait vivre à sa mère l'attente et la dépendance. Et ça, c'est André Roussillon qui a mis en évidence ce mode de relation qui évolue à ce moment très précis de l'organisation anale. L'importance aussi de l'appropriation subjective, notamment dans une ligne de démarcation entre un processus psychotique et névrotique. Et on sait très bien aussi que lorsqu'il y a à l'âge adulte des éléments psychotiques qui peuvent se révéler, eh bien souvent il y a des fixations à cette période de la vie. L'objet de la pulsion va être ce qu'on appelle le boudin fécal et va englober l'entourage en tant qu'objet à manipuler, à maîtriser et éventuellement à évacuer. Et on sait comme les petits sont toujours très intéressés par aller mettre dans les toilettes ce qui sort de leur corps. Et l'accompagnement des parents à ce moment-là est vraiment extrêmement important dans la maîtrise de la propreté qui va se faire à peu près à cette période de la vie, c'est-à-dire entre 2 ans et 2 ans et demi. Le but de la pulsion, en fait, enfin, le plaisir érotique va aussi être mis à contribution dans cette expulsion par stimulation de la zone érogène et également une recherche d'emprise sur les objets. Le texte principe de cette organisation anale, qui est complexe, c'est L'homme au rat en 1909, et c'est aussi les premières formes du surmoi qui vont se mettre en place avec les interdits, le non qui va être à peu près intériorisé par l'enfant à cet instant-là, et on connaît tous les petits qui à cette époque-là disent non à tout, et donc cette période du non est très liée à cette organisation, à cette période d'organisation anale. Alors nous sommes là dans l'organisation phallique telle que Freud, il est important de le dire, l'a montré, et aujourd'hui, bien entendu, les idées ont beaucoup évolué par rapport à cette organisation. Il n'empêche que Freud a mis en évidence la dimension de ce complexe de castration lié à cette organisation phallique, mettant en évidence la dimension perdable du pénis pour le petit garçon, donc effectivement, éventuellement, l'angoisse qui peut l'accompagner, et pour la fille, éventuellement aussi le désir de pouvoir avoir un pénis qui pousse. Alors c'est une vision totalement phallocentrique de la sexualité. Nous avons bien sûr aujourd'hui complètement évolué par rapport à cette notion-là. Il est évident que cette organisation phallique qui met en évidence cette notion d'angoisse et que nous retrouvons dans les pathologies sexuelles de l'homme ou de la femme, très très fréquemment, eh bien, nous éclairent et permettent surtout de donner un conseil. Et ce conseil, c'est que dès qu'il y a des difficultés de cet ordre-là,
eh bien, il faut consulter un professionnel qui va pouvoir mettre en perspective ces difficultés dans cette construction de la sexualité de l'enfant. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de fixation et de régression. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fixation? C'est un mode d'inscription dans l'inconscient de certaines représentations dont la pulsion ne peut se détacher. Par exemple, c'est un point d'appel de la régression de la libido qui peut alors rester attaché à des imagos ou à des fantasmes. Et cette fixation, elle va bloquer l'évolution de la libido. Et elle est la première phase du refoulement. Car il y a des mécanismes de refoulement importants dans la sexualité. Et ça, c'est important de le dire car ça met en évidence que la sexualité humaine est en grande partie inconsciente et non pas seulement consciente. Cette notion de refoulement est souvent un point d'ancrage de pathologies sexuelles ultérieures. Alors Freud, lui, a parlé de la fixation à différentes périodes de son travail, avec notamment la peur de perdre des modes de gratification, par exemple, ou des modalités de défense, de mécanismes de défense qui vont se construire contre l'angoisse. En ce qui concerne la régression, c'est un mouvement psychique de retour en arrière à un état psychique abandonné ou dépassé, mais toujours attractif. Et c'est un phénomène capital dans les troubles mentaux, mais pas seulement dans les troubles mentaux, aussi, par exemple, dans l'état amoureux. Nous retrouvons dans l'état amoureux des éléments de régression qui peuvent être extrêmement actifs, ainsi que, par exemple, on peut retrouver aussi des éléments régressifs dans certaines relations qui s'installent et qui mettent en perspective, par exemple, la dimension de difficultés ou de conflits dans les couples. Dans ce registre, il y a toujours, évidemment, une importance capitale des bénéfices secondaires, à la fois de la fixation, mais aussi de la régression. Et ces bénéfices secondaires, on les retrouve dans la sexualité adulte. Alors, il y a eu plusieurs apports après Freud sur la sexualité infantile. Anna Freud, sa fille, qui va s'intéresser plus particulièrement à la névrose et aux mécanismes de défense, c'est-à-dire que mettons-nous en œuvre pour nous défendre par rapport à certains conflits psychiques. Mélanie Klein, qui va s'intéresser aux états psychotiques et au niveau de régression les plus archaïques, et qui va mettre en évidence plusieurs positions, notamment ce qu'elle a appelé la position paranoïde schizoïde, qui va renvoyer aux angoisses de persécution. Elle va aussi mettre en œuvre, en évidence, le mécanisme de clivage du bon et du mauvais objet que nous retrouvons souvent, ces processus de clivage aussi, dans la sexualité adulte. La notion de sublimation qui va caractériser l'élan créateur chez l'enfant, qui va faire la particularité de la période de latence dont nous allons parler tout à l'heure. Et cette notion de sublimation est très active aussi dans la sexualité adulte, et notamment dans cette sexualité qui peut être parfois soit extrêmement peu active, soit plus active du tout. Et ces processus de sublimation sont souvent très actifs dans ce mode de fonctionnement. Winnicott, lui, a mis en perspective plutôt le rôle primordial de l'environnement. Et on voit bien qu'on retrouve toutes les notions de la santé sexuelle, bio, psycho et environnementaux de la sexualité à travers tous ces travaux. Les défaillances dans la préoccupation maternelle primaire, par exemple, qui vont mettre évidemment l'enfant dans une difficulté relationnelle, par exemple qui peuvent après déboucher sur des conduites antisociales, des états limites ou des problématiques narcissiques. Et la régression, pour Winnicott, est marquée par des résurgences archaïques au niveau du moi, parfois une désorganisation, et qui va être parfois la racine de comportements violents, voire de pathologies psychosomatiques, où le corps parle.
Eh bien, je vous laisse maintenant avec ce deuxième quiz et je vous dis à tout à l'heure.